Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle saison de Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. On va revenir dans cette émission sur un des événements politiques qui a marqué l'été, le renvoi pour la 4e fois de la loi IVG devant le Conseil d'État. Une flibusterie, un pied de nez à la démocratie, une gifle pour les défenseurs des libertés individuelles. La majorité des députés qui soutenaient la loi et les associations de défense des droits des femmes n'ont pas eu de mots assez forts pour dénoncer ce contournement du vote au Parlement. On va analyser tout ça et bien d'autres sujets avec notre invité ce soir. Libre Ensemble, Vinciane Colson, Jacques Nizin. Et cet invité, c'est Pascal Deluit. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes politologue, professeur de sciences politiques à l'ULB et candidat recteur dans cette même université. Et pour votre complète information, je précise que cette émission a été enregistrée le 29 juillet dernier. Alors Pascal Deluit, le 15 juillet dernier, la proposition IVG qui prévoit que le délai pour pratiquer un avortement passe de 12 à 18 semaines, que le délai de réflexion est porté de 6 à 2 jours et que toutes les sanctions pénales sont levées, tant à l'égard des femmes que du corps médical. Donc cette proposition de loi, elle a été renvoyée pour la 4e fois consécutive devant le Conseil d'État. Elle ne sera donc rediscutée qu'à la rentrée. Alors comment vous, en tant que politologue, vous analysez finalement cette manœuvre politique ? Je crois qu'on peut l'analyser à la lumière de 2 éléments. Le premier élément, qui est ce qu'on pourrait appeler un élément substantiel, c'est que à l'intérieur du Parlement, et somme toute c'est logique en démocratie, il y a un certain nombre d'acteurs politiques qui sont hostiles à cette proposition de loi, qui sont hostiles à cette évolution de la société et donc qui manifestent leur hostilité, non seulement bien sûr par un vote négatif le cas échéant, mais aussi par une stratégie d'action parlementaire. Cette stratégie d'action parlementaire peut traditionnellement prendre des voies très différentes. Ici, elle a pris une forme un peu nouvelle, c'est-à-dire de systématiquement envoyer dans un premier temps la proposition de loi vers le Conseil d'État et puis dans un deuxième temps des amendements nouveaux vers le Conseil d'État, qui est une stratégie, je dirais, de retardement et d'essayer de retirer de l'agenda une question qui est mise. Et puis il y a un deuxième angle qu'on doit observer, c'est que cette proposition est intervenue dans un contexte politique très particulier. On le connaît, on a un gouvernement de plein exercice, mais qui est de fait un gouvernement minoritaire. Au moment où cette proposition est discutée, il y a des débats et il y a des rencontres pour essayer de former un gouvernement de plein exercice s'appuyant sur une majorité parlementaire. Et donc, avec beaucoup d'incertitudes, et il y a aussi un jeu d'acteurs politiques relativement à la formation du gouvernement, mais aussi relativement à l'hypothèse d'élection anticipée. Et je crois que de ce point de vue-là, par exemple, l'action de la NVA est plus à interpréter comme une stratégie politique de réflexion et d'action sur la nature du gouvernement à former et l'hypothèse d'élection anticipée que celle du CDNV qui, elle, est bien plus fondée sur un rejet du fond lui-même de la proposition. Mais c'est vrai parce que là vous parlez effectivement de 2 partis CDNV et NVA qui se sont opposés, en tout cas qui ont déposé des amendements pour les envoyer au Conseil d'État. C'est clair que la stratégie paraît un peu différente parce que le CDNV l'avoue ouvertement, il est opposé à cette loi, voilà, c'est pas un secret. La NVA, on a l'impression que parfois le parti se présente comme plus moderne, moins conservateur sur certaines idées, mais on voit quand même que sur ces sujets éthiques qui touchent qui touche vraiment à des convictions personnelles. Souvent, la NVA est assez conservatrice également. En vérité, quand on examine la NVA, on voit que sur les sujets du droit de la personne, appelons-les comme ça, ou des sujets éthiques, mais éthique peut s'entendre dans différentes dimensions, la NVA n'a pas toujours une position conservatrice. Ici, en l'espèce, elle se situe dans une configuration politique qui était bien particulière, c'est-à-dire non seulement bien sûr la NVA a perdu les élections du 26 mai 2019, passant de 32 à 25%, elle est dans l'hypothèse d'élection anticipée, elle est sous la pression désormais nouvelle et forte de Vlaams Belang, qui a obtenu 18% aux élections de 2019, qui dans les intentions de vote la devance, alors ce ne sont jamais que des intentions de vote. Et donc, à la lumière de ces éléments, la NVA a sans doute voulu marquer le coup dans un sens qu'on peut qualifier de néoconservateur sur les questions de société, alors que, si on regarde la précédente législature,
cette dimension néoconservatrice sur les questions de société ne s'affirme pas systématiquement. Je dirais que sa posture est plus une posture qu'on va qualifier d'opportunité politique, quand bien même un certain nombre de parlementaires peuvent être pleinement convaincus qu'il ne faut pas retirer l'interruption volontaire de grossesse du code pénal. Mais on a quand même le sentiment, et singulièrement dans le chef de son président, Bardo Wever, que la stratégie de la NVA a plutôt été une stratégie d'opportunité politique, en référence à la situation spécifique dans laquelle on se trouve, à la situation spécifique dans laquelle elle se trouve, c'est-à-dire d'être désormais menacée dans son statut de principal parti flamand, en particulier par le Vlaams Belang. Alors par rapport à la stratégie elle-même, donc de dépôt d'amendements et de renvoi au Conseil d'État, c'est une première, c'est la première fois vraiment qu'on connaît ça au Parlement en Belgique. Et encore, le chef de groupe CD&V, Servet van der Straeten, comparait en fait ça avec ce qui s'était passé pour Bruxelles-Vilvoorde. Donc on sait que les francophones ont utilisé toute une série de techniques pour retarder le vote et la scission de Bruxelles-Vilvoorde. Et donc Servet van der Straeten disait c'est un usage démocratique quand ça vous arrange et c'est un abus de la démocratie quand ça ne vous arrange pas. Est-ce que pour vous, les deux situations sont vraiment comparables ? Les deux situations ne sont pas pleinement comparables et les deux stratégies ne sont pas pleinement comparables. Pour Bruxelles-Vilvoorde, on n'était pas dans ce cas d'école-là, on était dans le cas d'école d'une interruption du processus pendant une période de 6 mois. Et dans la mesure où il y a eu plusieurs votes de motion en conflit d'intérêts, on était... avec le Parlement bruxellois, avec la COCOF, avec la communauté germanophone, avec la région wallonne et avec la communauté française sur une assez longue période. Mais on n'était pas dans la même stratégie, d'autant que c'était vraiment rôle linguistique versus rôle linguistique. Le vote à la Chambre des représentants avait été très clair puisque les parlementaires francophones étaient sortis de la Chambre des représentants. Ici, on ne mobilise pas à proprement parler un mécanisme institutionnel d'alarme, si je peux le dire ainsi, même si ce qu'ont fait les francophones n'était pas la sonnette d'alarme. On ne mobilise pas un mécanisme institutionnel d'alarme, on utilise jusqu'au bout ce qu'on estime être les arcanes d'une procédure, même si on était vraiment, de mon point de vue, aux limites de ce qui était acceptable dans l'utilisation des arcanes de la procédure, c'est-à-dire de systématiquement introduire de nouveaux amendements et de systématiquement les renvoyer immédiatement vers le Conseil d'État. Et il y a une proposition, enfin le parti Défi a déjà annoncé qu'il comptait déposer une proposition de règlement de la Chambre qui prévoirait qu'après 2 renvois au Conseil d'État, il fallait vraiment avoir une majorité pour avoir un 3e renvoi. Est-ce que pour vous, ce serait une bonne idée ou il y a aussi un risque à ce niveau-là ? Je pense que quand on réfléchit aux modalités du fonctionnement du parlementarisme, il ne faut pas complètement ou pas toujours les réfléchir à la lumière d'un seul cas. C'est-à-dire que on est quand même dans le lieu de la démocratie parlementaire par excellence. On est dans un lieu où une des conditions fondamentales de la démocratie parlementaire, le respect des minorités, doit pouvoir se donner à voir et doit pouvoir s'exercer. Donc il faut toujours être prudent, de mon point de vue, à élaborer un règlement à la lumière d'un cas particulier. En même temps, il faut aussi éviter que la démocratie parlementaire ne sombre dans une forme de blocage. Donc je crois qu'il faut essayer de trouver un équilibre entre un respect fondamental des minorités et un respect fondamental des acteurs minoritaires sur un dossier. Et en général, ça s'exprime plus clairement entre une majorité parlementaire et une minorité parlementaire. Et aussi la volonté de ne pas arriver à des situations de blocage de l'institution elle-même. Et a priori, mais je suis prudent puisque c'est en perspective, la NVA a dit que c'était la dernière fois qu'il mobilisait cet instrument-là. Donc on verra la rentrée, effectivement. Donc la rentrée parlementaire sera vraiment très importante de ce point de vue-là. Par rapport au fond, maintenant, on voit que les partis, le CD&V, très clairement, parti conservateur, le Vlaams Belang, ils se sont associés par rapport à cette loi. Et donc, est-ce que, vraiment sur le fond, sur le fait de cette dépénalisation totale de l'IVG, est-ce qu'on voit qu'il y a vraiment un renforcement des convictions religieuses, un renforcement de ce conservatisme religieux qui fait que pour défendre certains combats, on est prêt à s'associer à l'extrême droite ? Il y a 2 dimensions, si vous voulez. Il y a une dimension relativement à la question elle-même.
Ce qu'on observe dans de nombreux États d'Europe, c'est effectivement une forme de tournant qu'on peut qualifier de néoconservateur sur les questions de société et qui s'exprime de manière assez dure, en particulier dans certains pays d'Europe centrale, autour de ce qui s'appelle la théorie du genre, autour par exemple de la possibilité que les couples homosexuels puissent se marier et des choses de ce type-là, ou puissent adopter des enfants. Donc il y a une forme de tournant néoconservateur depuis une dizaine d'années sur les questions de société. Après que le CDNV défende sa vision, ma foi, en démocratie, c'est parfaitement logique, parfaitement normal. Il a d'ailleurs, de manière générale, son ancêtre, le CVP, avait quasiment bloqué le dossier jusqu'à la loi de 1990. Donc c'était vraiment lui qui avait bloqué. Donc, mais finalement, ils avaient laissé voter. Enfin, Martens avait laissé finalement les parlementaires voter à un moment, quoi. Voilà, le compromis était que cette question n'était plus une question de gouvernement. Donc c'est le compromis qui était intervenu dans la formation de gouvernement au terme des élections. C'était que c'était un dossier qui devenait parlementaire et plus un dossier qui devenait gouvernemental. Après, l'alliance de circonstances avec le Vlaams-Belang est d'une certaine manière une rupture du cordon sanitaire. C'est-à-dire que dans son sens le plus strict, le cordon sanitaire, c'est le refus de gouverner avec des responsables du Vlaams-Belang. Et à ce stade, il a relativement bien fonctionné, puisque tant à l'échelle communale qu'à l'échelle provinciale, et certainement à l'échelle régionale et fédérale, jamais avant le Vlaams-Bloc, aujourd'hui le Vlaams-Belang, n'ont été dans l'exercice des responsabilités. Mais de manière plus large, c'était aussi le refus que le Vlaams-Belang soit déterminant dans le résultat d'un vote. Et là, par contre, en réalité, ça s'est déjà passé plusieurs fois et avec des acteurs très différents. Ici, ce qui est une étape supplémentaire, c'est une action commune, c'est-à-dire une action commune qui permette d'aboutir à un résultat politique, c'est-à-dire d'interrompre la procédure de vote et de renvoyer le dossier vers le Conseil d'État. Je crois que ça illustre une perte de caractère singulier ou spécifique des partis Vlaams-Belang, auparavant Vlaams-Bloc, qui est, encore une fois, pas vraiment original dans le cadre européen. On l'a observé en Autriche, on l'a observé pour partie aux Pays-Bas, on l'observe partiellement en France, on l'a observé bien sûr en Italie. En Belgique, quand on a élaboré le cordon sanitaire, on était au début, fin des années 80, début des années 90. À ce moment-là, il y avait quelques partis d'extrême droite qui avaient une certaine consistance en Europe, le Front National en France, le MSI en Italie, le Vlaams-Bloc en Belgique. C'était plutôt exceptionnel. Aujourd'hui, les pays qui n'ont pas un parti de droite radical puissant sont, eux, exceptionnels. Donc, je dirais qu'il y a une forme de banalisation de la présence de l'extrême droite, une forme de tournant à droite des partis conservateurs classiques, que là aussi on observe dans beaucoup de pays, et donc la considération qu'une action politique et parlementaire, éventuellement un jour électoral, est possible avec un parti de droite radicale, est désormais plus nette et plus manifeste en Flandre. Et somme toute, on en a eu une illustration au terme des élections de 2019. Bart De Wever a de fait négocié très sérieusement avec le Vlaams-Belang pour essayer de former une majorité avec lui en Flandre. Et aujourd'hui, quand vous interrogez un certain nombre d'intellectuels, un certain nombre de politologues flamands, je ne vais pas dire qu'il leur paraît évident que le Vlaams-Belang sera un acteur gouvernemental en 2024, mais en tout cas, c'est de l'ordre d'une probabilité très sérieuse. Vous avez cité plusieurs fois les pays d'Europe de l'Est, et clairement la Pologne est un pays qui inquiète quand même par rapport à l'état de droit, alors que ce soit pendant le confinement, il y a eu une remise en cause notamment de la loi sur l'avortement, qui est déjà très très restrictive en Pologne. Ici, ces derniers jours, on rediscute le fait que la Pologne reconnaisse la Convention d'Istanbul sur les violences faites aux femmes, notamment parce qu'elle obligerait l'enseignement à l'école du fait que les garçons sont égaux aux filles. C'est quand même inquiétant, ça, d'avoir un pays européen, et on a l'impression que la réaction européenne de la Commission, de l'Union européenne elle-même, est très lente. Et il y a eu quelques réactions, mais vraiment, est-ce qu'elles sont assez fortes pour vous ?
Je dirais qu'il faut interpréter à la fois les déclarations relativement à la possible sortie de la Convention d'Istanbul ou un certain nombre d'actions en Hongrie, voire dans d'autres États, dans une certaine mesure à la lumière du compromis qui était intervenu au niveau du Conseil européen, c'était du compromis budgétaire. Donc, lors de ce Conseil européen, on est rentré dans un discours qui disait désormais on va conditionner l'octroi de financement au respect de l'état de droit, mais en même temps, on a euphémisé beaucoup plus ce qu'était l'état de droit et il est tout à fait remarquable, dans le sens propre du terme, que quelques jours après ce compromis, on a deux États avec deux chefs de gouvernement et également un chef d'État, qui ont été dans une logique d'affirmation, de l'euphémisation de l'état de droit. Et par ailleurs, le président du parti Droit et Justice a été plus loin encore, évoquant les élections pour la présidence en Pologne, où le président sortant, M. Duda, a été réélu d'extrême justesse. Il a vraiment catégorisé les citoyens entre les bons et les mauvais, vraiment le eux et le nous, les bons et les mauvais, les bons étant les 50 plus 1% qui ont voté pour M. Duda, et les mauvais, 49,8% qui ont voté pour l'autre candidat. Donc on est dans une forme d'affirmation plus nette encore de la promotion de la démocratie illibérale qui, dans les faits, n'est pas une vraie démocratie. Ici, on le voit par rapport à la loi IVG, clairement, pour des réformes délicates, le fait d'avoir un gouvernement minoritaire est problématique. Et on sait que dans les prochains mois, on va avoir des décisions importantes à prendre par rapport à la crise, par rapport à la relance économique notamment. Est-ce qu'il n'est pas temps aujourd'hui d'avoir un vrai gouvernement majoritaire? Et pour vous, est-ce qu'on peut vraiment encore éviter les élections? Ces deux questions liées l'une à l'autre et partiellement indépendantes. Oui, dans l'absolu, bien évidemment, le plus tôt on a un gouvernement de plein exercice s'appuyant sur une vraie majorité parlementaire, le mieux c'est. Après, on le sait, les élections de mai 2019 ont donné des résultats complexes. Premièrement, parce que vous devez former une majorité parlementaire non pas dans 150 mais 120, puisque on sait que certains partis ne seront pas membres de la majorité parlementaire. D'un côté, la droite radicale, le Vlaams Belang, de l'autre côté, la gauche radicale, le PTB-PVDA, et ensemble, ils font 30 sièges. Ça veut dire que vous devez confectionner une majorité parlementaire dans 76 sur 150, et que d'autre part, parmi les partis qui restent, les points de vue sont très divergents. Quand on fait une analyse de programme, les deux partis qui ont les programmes les plus distincts, à tout point de vue, c'est la NVA et le PS. Donc c'est compliqué. On a essayé dans le spectre politique de former un gouvernement qui associerait à minima la NVA et le PS, ou un gouvernement éventuellement sans la présence de la NVA. À ce stade, on a échoué, mais les négociations sont en cours et on verra ce qu'elles peuvent donner. Alors, par définition, si ces négociations capotent une nouvelle fois, le scénario des élections anticipées sera désormais le scénario principal. Cela dit, c'est un peu le caractère indépendant du scénario des élections anticipées. Il ne faut pas oublier que ce n'est pas parce qu'on n'a pas de solution qu'ipso facto on a des élections anticipées. C'est-à-dire que pour qu'il y ait des élections anticipées, il faut à la fois un acte parlementaire, c'est qu'une majorité de parlementaires envoie un signal soit par le refus de voter la confiance, soit par une motion de méfiance. Et il faut également que le gouvernement marque son accord sur le principe d'élection anticipée, puisque seul le roi peut dissoudre les chambres, c'est-à-dire, en fait, le roi, ça veut dire le gouvernement. Il faut que le Premier ministre marque son accord. Et c'est pas une chose qui est gagnée d'avance. Alors bien sûr, on peut dire ce serait très difficile qu'un gouvernement, de nouveau en affaires courantes, s'appuyant sur un nombre de sièges parlementaires extrêmement faible, puisse continuer longtemps, mais en même temps, tant que de fait il n'y a pas d'accord du gouvernement fédéral du Premier ministre, on ne peut pas, à proprement parler, avoir un acte de dissolution des chambres. Donc on est dans une situation politique plutôt inédite et vraiment compliquée.
Oui, d'autant qu'on sait aussi que toute une série de partis ont beaucoup à perdre avec ces élections et que d'autres risquent de gagner. Et on sait que les derniers sondages ont montré qu'en Flandre, il y avait vraiment une poussée encore plus forte du Vlaams Belang. C'est un vrai risque. Et est-ce que vous pensez que certains partis peuvent vraiment repousser au plus tard possible ces élections parce qu'ils craignent la poussée du Vlaams Belang ? De manière générale, il faut repartir des élections de 2019 et de ce qui s'est passé depuis. On a beaucoup présenté les élections de 2019 sous le prisme d'une Flandre plus à droite que jamais, d'une Wallonie plus à gauche que jamais, qui est une observation qui ne résiste pas à l'analyse et qui ne résiste pas d'ailleurs à l'observation en elle-même. Et toute cette focale a été mise à la lumière simplement du résultat d'un seul parti, c'est celui du Vlaams Belang. En vérité, ce qu'ont révélé les élections de mai 2019, c'est un schéma qu'on observe dans beaucoup d'autres pays européens, c'est que tous les partis gouvernementaux, et en particulier tous les partis qui avaient été dans l'exercice de responsabilités, soit à l'échelle fédérale, soit à l'échelle régionale ou communautaire, ont perdu les élections. Quels sont les partis qui ont progressé ? Le Vlaams Belang, le PTB-PVDA, Ecolo et Groen. Donc les seuls partis qui n'avaient pas participé à un échelon ou à un autre à l'exercice des responsabilités. Je dirais qu'a priori, il y a peu de raisons que cette dynamique soit brutalement interrompue par des élections anticipées. Il y a d'autant moins de raisons que la crise sanitaire a généré une crise économique et sociale, que cette crise sociale va se donner pleinement à voir à la sortie de l'été. On en a déjà eu certaines anticipations avec un certain nombre de licenciements collectifs, mais croyez-moi, les licenciements collectifs seront encore bien plus importants à la rentrée. Et donc une forme de tension de la société va croître de manière considérable. Et en général, dans ces situations tendues, l'histoire nous montre que ce n'est pas les forces centripètes qui remportent les élections, mais plutôt les forces centrifuges. Cela dit, il faut rester prudent parce qu'on est parfois surpris par les élections et on est surpris parfois par les agendas des élections. Je vous donne un exemple. Comme vous le savez, en Europe, la crise de 1929 commence à pleinement s'exprimer à partir de 1930 et on voit une montée du chômage très importante en 1930, 1931, 1932. Pourtant, si vous regardez les élections de 1932 en Belgique, vous observerez que paradoxalement, la question qui est à l'ordre du jour, c'est le clivage philosophique. Les catholiques font une campagne sur il faut sauver l'âme de l'enfant. Les libéraux et les socialistes font une campagne sur la promotion de l'enseignement officiel. On a une campagne complètement centrée sur le clivage philosophique alors qu'on est en pleine croissance du chômage. Donc, il faut être prudent. On pourrait avoir une élection... Par exemple, côté flamand, dans le chef de la NVA, c'est l'heure du confédéralisme, une campagne complètement communautaire. Puis il y a un deuxième élément de prudence qui est le suivant, c'est que parfois, on observe qu'il y a une traduction politique d'un événement dans la société qui est plus tardive que l'événement elle-même. Là aussi, si on reprend l'exemple de la crise de 1929, on pourrait dire que dans une certaine mesure, et c'est vrai en Belgique, c'est vrai en Espagne, c'est vrai en France notamment, la traduction politique intervient à l'élection de 1936. Dans ces trois pays, il y a une élection en 1936 et on a l'impression qu'en fait, politiquement, la crise se traduit à ce moment-là. Et pourquoi à ce moment-là ? Parce que justement, c'est le début de la sortie progressive de la crise. Et c'est au moment où il y a l'espoir que la traduction se fait en général de manière plus nette. Donc je suis prudent sur ce que pourrait donner une campagne électorale dans un cadre comme celui dans lequel on vit, parce qu'on pourrait avoir une élection de nature communautaire, surtout que par ailleurs le PS et la NVA avec d'autres acteurs ont entamé la tentative de formation d'un gouvernement en ayant aussi à l'agenda désormais une réforme de l'État. Donc c'est une anticipation qui n'est pas simple, mais à titre personnel, je ne vois pas trop ce qui par rapport à la configuration de 2019 pourrait amener un recentrage du corps électoral.
On va suivre ça en tout cas attentivement. Alors, on arrive déjà à la fin de l'émission, mais Pascal Deluy, j'avais envie de vous poser une question en tant que candidat recteur, justement, sur la manière dont vous envisagez cette rentrée universitaire, la manière dont vous l'appréhendez. Donc, je rappelle que vous êtes candidat recteur aux côtés de 3 autres candidats. Donc, il y a Anne Michaus, Bruno Van Pottelsberg et François Hendricks. Donc, les élections qui ont été postposées auront lieu le 7 et 8 septembre. Alors, comment vous appréhendez cette rentrée ? On sait qu'elle va être particulière. Ce sera une rentrée très très difficile, il ne faut pas s'en cacher. Donc ce qu'on essaie de faire, c'est d'anticiper tous les scénarios possibles, du plus optimiste au plus pessimiste. Essayer de faire en sorte que, dans la mesure du possible, il y ait une dynamique pédagogique en présentiel, et en particulier pour les étudiants qui sont des primo-arrivants, que ce soit au niveau du BA1 ou du Master 1, pour qu'il y ait une dynamique sociale, une dynamique d'apprentissage, une dynamique de connaissance. Après, bien évidemment, nous serons liés aux événements, nous serons liés aussi aux considérations du Conseil national de sécurité. Si on est dans une logique de scénario orange, où seuls 100 ou 150 ou 200 étudiants peuvent être dans un auditoire, ce n'est pas la même chose que si on est dans un scénario où c'est 200 et plus. Donc, ce qu'on essaye de faire, c'est d'anticiper tous les scénarios. Ce que l'université va continuer à essayer de faire, c'est d'aider aussi au maximum un nombre appréciable d'étudiants qui ont perdu leur emploi étudiant ou qui n'ont pas la possibilité d'avoir un emploi étudiant. Donc essayer de maintenir une aide sociale aussi large que possible, aussi assertive que possible. Bien évidemment aussi déjà préparer la session du Q1, c'est-à-dire en janvier 2021, parce qu'il serait très très difficile d'avoir 2 secteurs de session d'examen sans du présentiel. Et puis vous avez toute une dimension très forte autour de la recherche qui a été fortement affectée par la crise du coronavirus, en particulier le travail en laboratoire, mais pas exclusivement, le travail des doctorants, à la fois d'un point de vue matériel, la possibilité de mener leurs expériences, la possibilité d'aller en bibliothèque, puis bien évidemment aussi d'un point de vue social, c'est-à-dire que tout le monde a été spectaculairement affecté socialement par cette crise, psychologiquement par cette crise. Et donc, voir tout ce qu'on peut faire pour les doctorants, pour les post-doctorants, pour le soutien au personnel, que ce soit le personnel académique, scientifique ou PATGS. Donc voilà, je crois que les 4 candidates et candidats savent que ce sera une rentrée à nul autre pareil, très difficile. Après, en général, la vie d'un recteur ou d'une rectrice, c'est pas un long fleuve tranquille en tout état de cause, mais ici, sans doute moins que jamais. Oui, il y aura des défis en tout cas vraiment importants à relever. Et alors, je voulais quand même vous poser une question sur votre programme. C'est que quand on parcourt votre programme, on voit qu'il reprend de nombreuses valeurs défendues par la laïcité, par le Centre d'Action Laïque, mais sans y faire référence. Est-ce qu'il y a une raison particulière ? Non, il n'y a pas de raison particulière. Si vous voulez, l'université a décidé qu'il était bien de rentrer un programme dans un format déterminé, même si on peut remettre un texte plus large par la suite. Donc moi, j'étais parti d'un texte plus large. Puis finalement, je suis vraiment rentré que dans ce programme, dans le format déterminé. Mais c'est pas uniquement de mon chef, bien évidemment. Les 4 candidats s'inscrivent dans une approche de la laïcité complètement dans celle du Centre d'Action Laïque. J'ai signé l'appel de Liège. Voilà, je peux faire référence ou pas référence. En fait, dans l'absolu, ça n'a qu'une importance relative à nos yeux. Pour nous, le Centre d'Action Laïque est un frère ou une sœur, comme vous voulez, un partenaire historique et à venir. Donc, c'est vraiment là-dedans, je pense que je m'inscris, mais je pense aussi les 3 autres candidats. Mais du coup, on verra ça, on suivra ça attentivement. Donc cette élection qui aura lieu donc les 7 et 8 septembre. Et puis, plus largement, les négociations, les éventuelles élections anticipées qui pourraient avoir lieu dans les prochains mois. Merci beaucoup, Pascal Deluy, pour ces éclaircissements. Et merci à vous de nous avoir suivis. Et une belle soirée à tous.